Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de Vox Live, votre émission de débat où nous explorons les enjeux cruciaux qui façonnent notre continent. Aujourd'hui, nous allons aborder une question épineuse qui suscite de vives préoccupations à travers le continent. L'aide au développement serait-elle une arnaque ? L'aide au développement telle que nous la connaissons fonctionne-t-elle réellement comme prévu ou au contraire, est-ce qu'elle maintient le contrôle des États ou des organisations donatrices ? Pour y répondre, je suis entourée d'un panel d'invités. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Alors, à ma droite, Cédric Yamdje, vous êtes ingénieur financier, fondateur du think tank 50 Afrique. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. À ma gauche, Jacques Mounombo, vous êtes ingénieur géologue, analyste politique. On ne vous présente plus, vous avez l'habitude d'être sur le plateau. Merci d'être avec nous. Bonjour, merci de m'accueillir. Et enfin, je me tourne vers vous, William Diaboum. Merci d'être avec nous. Vous êtes docteur en économie et cofondateur de MDN Partners. Est-ce que je l'ai bien dit ? Oui, ça va, c'est correct. Parfait. Merci pour l'invitation. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Je vais vous donner d'abord un chiffre. J'aimerais avoir votre réaction. Donc, en 2022, l'aide publique au développement destinée à l'Afrique, elle a atteint environ 44 milliards de dollars. C'est une grosse enveloppe. Est-ce qu'il faut s'en réjouir ou au contraire, est-ce qu'on doit s'inquiéter de ce que ça traduit, c'est-à-dire une dépendance potentielle aux institutions donatrices ? Jacques ? Déjà, d'emblée, il faut dire que lorsqu'on parle déjà de l'aide en ce qui concerne le continent africain, c'est que c'est une notion qui renvoie tout de suite à une notion, on va dire, une notion un peu scabreuse, dans le sens que parce que l'Afrique aujourd'hui est dans une situation tellement complexe qu'en réalité, elle ne devrait pas avoir besoin d'aide. Parce que voyez-vous que nous avons eu des indépendances depuis les années 1960 jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 64 ans, on a toujours été aidés. Malheureusement, les conditions de vie des peuples ne changent pas. Donc lorsqu'on parle de aide, ça renvoie à une notion qui est tout à fait un peu complexe vis-à-vis de l'Afrique. Mais aujourd'hui, je pense que les Africains, comme je l'ai dit tantôt, ils n'ont pas vraiment besoin de l'aide. Parce que la main qui donne, c'est la main qui ordonne. La main qui ordonne, c'est cette main-là qui va vous dicter sa politique. Et lorsqu'on vous dit que la politique, je pense que vous serez vraiment incapable de mener à bien les projets politiques que vous pouvez concevoir. Donc je me dis qu'aujourd'hui, il faut que nous essayions un peu de regarder un peu nos politiques en interne afin de comprendre si l'aide est toujours une bonne chose ou encore il faut carrément supprimer cette aide extérieure. Donc je crois que le long de cette émission-là, on aura un peu plus d'arguments pour pouvoir explorer et examiner la thématique dont nous allons débattre aujourd'hui. William, vous voulez peut-être réagir à ce chiffre. On a parlé de 44 milliards de dollars. Ça équivaut à 33% de l'APD. Donc, ça fait de l'Afrique le principal continent qui reçoit. Oui, bien sûr. J'abonde un peu dans le sens de mon cher copanéliste. En effet, si on évoque la question de l'aide, c'est qu'apparemment se présente un besoin d'aide. L'aide, initialement, elle est censée être mise en place, je dis bien censée être mise en place pour réduire les inégalités, éradiquer la pauvreté. Et si on en est encore à cette aide-là, c'est que vraisemblablement, on estime que le continent a besoin de cette aide-là. Et je pense justement que l'idée, c'est de s'affranchir d'une aide, de développer l'ensemble des mécanismes et l'ensemble des leviers internes dont l'Afrique possède pour être en mesure justement de se développer. Si on fait un rapide état des lieux, Cédric, aujourd'hui, c'est quoi les principaux flux de l'aide internationale au développement ? Comment est-ce qu'elle est utilisée pour que les téléspectateurs puissent comprendre ? Alors, avant de donner le principal flux, je vais rebondir sur la position de mes panélistes avec des indicateurs clés en fait. Aujourd'hui, depuis les années de l'indépendance, ça fait 60 ans qu'on est à l'aide au développement. Donc du coup, selon la thème mondialiste Toussaint, environ 10% des pays sous aide au développement vivaient avec $1 en fait par jour. Aujourd'hui, ça fait 60% sur $1. Et d'après la Banque mondiale, ça va être 90% des pays sous aide au développement en 2030. Pour dire quoi ? Ça veut dire qu'en 60 ans, malheureusement, l'aide n'a pas été assez efficace. Donc du coup, je pense qu'il y a des mécanismes qu'on va aborder peut-être plus tard, qu'il faudra mettre en place pour pouvoir repenser l'aide au développement. Et donc, du coup, je pense que pour répondre à votre question maintenant sur les flux, les différents flux d'aide au développement, il y a forcément déjà la première partie
qui est une grosse partie, c'est la dette. Donc, généralement, les pays donateurs fournissent l'aide au développement sous forme de prêts, avec des taux, généralement avec des taux de marché ou supérieurs au taux de marché. Il y a une toute petite partie, environ 5 à 10%, qui est sous forme de dons. Et l'idée, c'est que, en fait, justement, le but de l'aide, c'est de pouvoir de permettre des pays de se développer. L'idée, c'est vraiment soit de augmenter ces parties de dons, parce que les prêts, c'est quand même des taux de marché qui peuvent être très forts. Soit c'est d'augmenter cette partie des dons, soit c'est de trouver des mécanismes intérieurs en fait, de financement propres aux pays africains, justement, qu'on peut aborder plus tard. Est-ce qu'aujourd'hui, cette aide, elle a permis de renforcer la dépendance économique, l'indépendance économique Je pense que oui, parce que comme je l'ai dit tantôt, lorsque pendant ma première prise de parole, je l'ai fait remarquer, c'est-à-dire que nous avons été, on va dire entre guillemets, indépendants depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, ça fait 64 ans. On a des dettes, mais des dettes qui sont tellement colossales. Et aucun État aujourd'hui en Afrique peut dire, écoutez, je vais aller payer les dettes dont nous avons été qu'on avait contractées. C'est impossible. Parce qu'on voit très bien que les pays manquent d'eau, les pays manquent d'électricité, il n'y a pas de route, il n'y a pas de développement. Il suffit juste de regarder l'IDH, l'indice de développement humain, il est très faible dans nos pays. Donc on voit très bien que les populations survivent, elles ne vivent pas. Donc aujourd'hui, je pense que cette aide-là, c'est une entourloupe. C'est une, on va dire quoi, c'est un moyen de maintenir les pays africains dans le sous-développement abyssal. Ce qui fait que les dirigeants africains aujourd'hui devaient comprendre qu'il va falloir qu'on tourne le dos à tout ce qui est, je veux dire, institution de Bretton Woods. C'est-à-dire que ce soit la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, mais même les clubs de Paris, de Bruxelles, de Londres, etc. Parce qu'en fait, c'est quoi? Lorsqu'on vous donne de l'argent, en fait, l'argent qu'on vous donne, mais cet argent-là est accompagné avec des conditionnalités. Et on vous envoie même des experts. Et ces experts-là doivent vous dicter ce que vous devez faire. Vous comprenez? Alors que l'Afrique aujourd'hui a besoin véritablement de sa souveraineté. L'Afrique a besoin de repenser l'Afrique autrement afin que demain nous puissions aussi quand même nous affirmer sur la scène internationale, un peu comme les pays asiatiques, notamment la Chine, l'Inde, la Corée du Sud, qui autrefois étaient quand même un peu au même niveau que l'Afrique, on va dire, dans les années 60. William, cette aide telle qu'elle est pensée aujourd'hui, elle est obsolète ? Oui, complètement. Je pense que c'est important, comme ça a été fait, de rappeler comment se constitue cette aide. Comme mon copanéliste l'a dit tout à l'heure, dans cette aide, on va avoir une portion de dons relativement faible. On va avoir des prêts concessionnels, des prêts non concessionnels. C'est-à-dire un prêt concessionnel, on va vous faire une aide, donc un prêt. Plus qu'une aide, il faut bien mettre l'accent sur le fait que c'est un prêt avec des taux d'intérêt qui seraient en dessous de ceux du marché. Ensuite, le prêt non concessionnel, enfin le prêt concessionnel, c'est un prêt pour lequel vous allez justement à ce moment-là payer des taux et des intérêts qui sont ceux du marché, équivalents à ceux du marché. À partir de là, parler d'aide, ça remet les choses en perspective et ça permet de se rendre compte que oui, l'aide publique au développement, ça a été finalement une mesure qu'on peut considérer aussi comme néocolonialiste, qui était présentée comme une forme de philanthropie, où on a des États qui se considèrent comme étant plus développés, plus riches, qui vont aller aider les États les moins avancés. Il faut faire preuve de jugeote intellectuelle et se questionner dans quelle mesure c'est pas un rôle un peu de pompier pyromane. Je viens, je mets un peu le feu et ensuite je viens éteindre le feu avec une aide qui serait justement pas en mesure d'éteindre le feu que j'ai créé au préalable. Parce que finalement on a des écarts, des inégalités qui sont croissantes entre le Nord et les Sud, tels qu'on les a appelés, qui sont liés en grande partie au commerce international et à la mondialisation telle qu'on la connaît, à l'incapacité justement de pouvoir intégrer les chaînes de valeur mondiales pour certains pays africains qui sont fortement exportateurs de matières premières. Donc c'est tous ces éléments-là qui sont finalement ce qui viennent expliquer cette fameuse aide et dont la cause reste finalement des causes qui sont structurelles plus que conjoncturelles. Cédric, je vous vois réagir. Oui, je suis d'accord avec lui. C'est-à-dire qu'il a divisé, comme tout à l'heure on a dit, l'aide sous forme de don qui est une petite partie, sous forme de prêt concessionnel en fonction en dessous du taux de marché. Et je pense que, en fait, je l'aurais dit tout à l'heure, c'est-à-dire que
aujourd'hui, selon certains économistes même, certains le disent, même pour s'affranchir de l'aide au développement, il faudra capter 17,5% des recettes fiscales, en fait. Mais aujourd'hui, je pense que en fait, l'Afrique doit repenser son modèle de développement. Le modèle de développement, je pense qu'on peut le calibrer, c'est-à-dire le constituer sur la forme surtout de mobilisation de ressources internes, que ce soit sous la forme de recettes fiscales, que ce soit sur la forme d'épargne nationale, que ce soit sur la forme d'investissement privé dans les secteurs de développement importants, que ce soit l'éducation, l'infrastructure et autres. Donc oui, effectivement, je pense qu'il faudrait vraiment un modèle panafricain de développement, un modèle panafricain pour le développement du continent africain. Si vous me permettez, en fait, c'était juste pour essayer un peu d'en rajouter une deuxième couche par rapport à ce qu'il vient de dire. En dépit du simple fait que l'Afrique devrait repenser son modèle de développement, mais je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique a véritablement besoin aussi de la création d'une puissance politique à l'échelle continentale. C'est très important. Une fois qu'on aura créé cette puissance politique à l'échelle continentale, vous allez voir que tous les problèmes là seront résolus. En tout cas, sans délai. Parce qu'en fait, c'est quoi? C'est que nous devons nous évoluer en bloc. Parce que lorsqu'on sera un bloc, on sera très fort et ça se trouve qu'on va mener des bons projets, mais des projets solides. C'est ce dont l'Afrique a besoin. Et aujourd'hui, peut-être que nous sommes divisés comme ça parce que vous allez remarquer les pays qui ont été colonisés par exemple par la France. Jusqu'à aujourd'hui, nous ne contrôlons pas notre économie. Donc nous sommes encore dans le néocolonialisme. Mais de manière simple, le néocolonialisme, ça veut dire quoi? C'est que vous avez deux pays, un pays X et un pays Y. L'économie du pays Y est contrôlée par le pays X. Donc ça se trouve qu'à travers cette domination-là, c'est ce pays-là qui vous dicte la politique, ce que vous devez faire. Donc même votre stratégie de développement est dictée par ce pays-là. Vous voyez très bien. Et donc l'Afrique aujourd'hui est encore victime de ça. Et je me dis qu'il faut quand même qu'on essaie un peu de s'interroger, c'est-à-dire les forces vives de la nation, les dirigeants, les autorités politiques, qu'elles essaient un peu de regarder un peu ce genre de concept et apporter vraiment des bonnes solutions. Et je pense que ce faisant, on pourra sortir de l'ornière. S'affranchir de l'aide internationale, c'est d'abord un problème politique. Vous êtes du même avis ? C'est un problème politique, de toute manière, ça fait partie des choix politiques. C'est les choix politiques qui vont ensuite guider un certain nombre de choix économiques. Il faut cette audace politique parce qu'il faut aussi dire les choses telles qu'elles sont. L'aide publique au développement, elle s'est retrouvée très souvent inefficace parce qu'elle a été très mal fléchée. Elle a entraîné de la corruption, elle a entraîné du clientélisme, elle a entraîné un certain nombre de mauvaises gestions des programmes ou des projets qui étaient présentés. Donc, bien entendu, ça fait partie d'un impératif politique, un impératif de gouvernance, même plus largement, un impératif de gouvernance, de solidité des institutions qui permettront ensuite un développement. Parce que si on dépasse la question pure de l'aide publique au développement, la question sous-jacente qui se pose, c'est comment on arrive à éradiquer la pauvreté et comment on arrive à favoriser le développement sur le continent. C'est une démarche politique, c'est une volonté politique qui permet ensuite d'activer les autres leviers qui peuvent être économiques, sociaux, etc., pour permettre le développement du continent. Tout à fait. Je rejoins exactement. En fait, l'aide au développement doit être repensée par des décideurs politiques. C'est vraiment la première chose, le premier levier, c'est le levier politique. C'est les décideurs qui doivent être éclairés. Une fois que les décideurs sont des décideurs éclairés, que ce soit sous forme de leaders serviteurs ou de leaders pour le peuple, en fait, le concept économique vient. C'est-à-dire que ce soit, on a parlé tout à l'heure, on peut reparler des mobilisations internes, que ce soit de l'affranchissement de l'aide au développement du point de vue économique. Je pense que c'est en deuxième pas que l'économie vient. Et et dans tous les cas, il y a des limites pour l'instant à l'aide au développement. Déjà, l'aide au développement, c'est lesquelles ? En fait, la première limite, c'est que quand on a parlé de 44 milliards de dollars pour l'Afrique. En 2022. Ça fait 166 milliards au total, en fait, puisque l'Afrique en prend 33%. Donc, c'est d'abord la facilité de l'argent, c'est de l'argent frais. Donc, ça ne pousse pas, ça n'excite pas à trouver des sources de financement vraiment internes, que ce soit l'épargne nationale, l'incitation à l'investissement privé. Donc, dès qu'on donne l'argent frais, même si c'est avec des prêts plus ou moins en dessous du marché, ça, on va dire, c'est un manque quand même de rigueur. Ensuite, il y a la partie bonne gouvernance, c'est-à-dire l'utilisation des fonds. Il faudrait qu'il y ait une bonne gouvernance de cette utilisation des fonds. Ça doit être très important pour pouvoir en fait, financer en fait, des projets structurels pour la transformation de l'économie, que ce soit à travers les infrastructures, à travers l'énergie, que ce soit à travers la mise en place de sources d'énergie pour réduire la pauvreté.
Donc oui, effectivement, la décision est d'avoir avant tout leadership et politique. Parce qu'aujourd'hui, vous parlez de structure. Est-ce que les principaux donateurs, donc on pense aux États-Unis, à la Chine, est-ce que leurs dons, ils sont motivés par des intérêts économiques et géopolitiques? Je me tourne vers vous, Jacques. Bien sûr que oui. Déjà, vous avez mentionné, vous avez parlé des États-Unis, vous avez parlé de la Chine. Bon, on prend d'abord les États-Unis. Vous allez remarquer que les États-Unis, cet État fédéral est profondément capitaliste. Donc, lorsqu'on est capitaliste, c'est qu'on a la recherche du profit. Ça, c'est comme ça. Et lorsqu'on a la recherche du profit, on est obligé d'aller chercher ce qui est bon ailleurs pour défendre ses propres intérêts. Ce qui fait que quoi? Lorsque un pays comme les États-Unis, vous faites des dons par exemple, dites-vous qu'il y a quelque chose qui est caché derrière, forcément. Et pour un continent comme l'Afrique, mais l'Afrique, comme j'aime à le dire, l'Afrique représente le coffre-fort de l'humanité en ce qui concerne les matières premières. Vous voyez très bien que toutes les matières premières de l'Afrique ne peuvent pas laisser le monde occidental ni asiatique indifférent. Donc ça se trouve que lorsqu'on vous donne les aides, vous dites tout quelque part, il y a quelque chose qu'ils doivent gagner. Encore pire, ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'ils nous donnent des sous, il n'y a pas de souci. Mais c'est en contrepartie, qu'est-ce qu'on donne? On donne des gisements de pétrole, on donne des gisements de cuivre, l'uranium, etc. Vous voyez? Donc il y a toujours des motivations, il y a toujours des velléités de pillage, les velléités de vouloir dominer afin que vous puissiez être maintenu dans le sous-développement. Ça, c'est comme ça. Et même lorsqu'on parle aussi de la Chine, mais la Chine ne vient pas en bon philanthrope. La Chine vient, c'est parce que, non pas parce que les Africains sont gentils ou bons, non. Mais la Chine vient parce qu'elle vient aussi défendre ses intérêts. Ce qui fait que c'est aux Africains aussi de comprendre qu'à un certain moment, les autres viennent pour défendre leurs intérêts, mais nous aussi, nous devons défendre les nôtres. Donc je me dis que derrière chaque aide, il y a toujours une intention qui est cachée derrière. Mais j'aurais été américain, j'aurais fait la même chose, parce que chaque pays se doit de défendre les intérêts de son propre pays. Donc je me dis aujourd'hui, c'est aux Africains de comprendre qu'il faut vraiment tourner le dos, faire barrage. On ne peut pas continuer avec ces histoires des aides-là, parce qu'on a commencé avec ça depuis les indépendances jusqu'au jour d'aujourd'hui. Les pays n'avancent pas, comme je l'ai dit tantôt, et donc je pense qu'il faut qu'on change un peu de paradigme. Aucun pays n'est de la Chine, aucun pays n'est de l'Inde, aucun pays n'est de l'Allemagne. Aujourd'hui, c'est des pays qui avancent, c'est des pays qui sont industrialisés et tout. Donc je me dis que les Africains doivent changer de paradigme, mais de manière un peu rapide, afin que l'Afrique puisse être sauvée. William? Oui, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord dans la mesure où il faut distinguer les deux formes d'aide publique. Il y a l'aide bilatérale. C'est l'un des problèmes aujourd'hui, justement, je dirais pas que c'est une croyance naïve, mais le fait de ne pas faire le distinguo entre de la philanthropie déguisée et des intérêts économiques directement sur le continent. Ben oui, en fait, il faut qu'on essaie de faire un peu le distinguo, justement, parce qu'il faut qu'on essaie un peu d'éveiller la conscience. C'est très important. Dans le sens qu'il faut qu'on comprenne, est-ce que ces États-là viennent pour nous donner des choses gratuitement ou encore il y a des intérêts qui sont cachés derrière? Et comme je l'ai dit tout à l'heure là, il faut qu'on essaie de bien comprendre et dire que, écoutez, peu importe la nature d'aide, mais nous cherchons beaucoup plus le partenariat. Un partenariat qui va fonctionner d'égalité à égalité. Vous voyez, on ne veut plus le partenariat où vous allez recevoir des injonctions, où dans ce partenariat, il n'y a que vous qui allez perdre, vous voyez. Et donc, nous devons sortir de ce cadre-là, essayer un peu de regarder les choses autrement, et je pense que ce faisant, les choses pourront peut-être avancer. Oui, l'aide, c'est un outil de soft power, comme on peut le dire. Encore une fois, c'est aussi un levier stratégique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a l'aide bilatérale et il y a l'aide qui est multilatérale. Donc, c'est passé par des institutions telles que la Banque mondiale, le FMI, pour ensuite aller proposer cette aide-là. Mais cette aide-là, elle est liée, bien entendu, à un agenda politique. Elle conditionne aujourd'hui des réformes politiques et économiques sur le continent? Oui, les politiques d'ajustement structurel qui demandent justement des politiques qui vont être beaucoup plus libérales dans des pays justement qui sont pas prêts à ça et qui créent finalement qui entérine une forme de pauvreté et qui entérine les inégalités. Donc oui, encore une fois, l'aide c'est un outil de soft power, c'est un outil stratégique et c'est un outil dont on doit être conscient. En fait, ce serait naïf de penser qu'une aide est purement de la philanthropie. J'ai envie de dire que si on souhaite aider le continent africain, il faut le laisser être en mesure de prendre en main sa politique monétaire, de prendre en main l'ensemble de ses choix et ses décisions gouvernementales. Et à ce moment-là,
on pourra commencer à évoquer ces formes d'aide. Et juste pour enchérir sur ce qu'elle venait de dire, effectivement, aujourd'hui, si on veut réellement aider le continent africain, on n'a pas besoin de lui aider, de lui apporter des aides, mais on a besoin tout d'abord de le respecter. Laisser l'Afrique décider pour elle-même, par elle-même et pour elle-même. Vous voyez, c'est ce que l'Afrique a besoin. Parce qu'aujourd'hui, tant que l'Afrique va recevoir les injonctions venant de l'extérieur, ça sera difficile. Tant que l'économie des pays africains sera gérée par des puissances occidentales, ça va être très difficile pour nous de mener à bien des bons projets politiques. Parce que je vous ai fait le schéma tout à l'heure. Lorsque vous avez deux pays, le pays à côté, son économie est dominée par l'autre pays, mais ça se trouve que vous ne pouvez pas décider de votre propre chef. Donc aujourd'hui, il faudrait que l'Afrique change de paradigme, que ses filles et ses fils comprennent qu'il faut qu'on réfléchisse d'abord selon nous-mêmes, selon nos réalités. Il faut qu'on connaisse aussi la population africaine, nos dirigeants surtout. Parce qu'une fois qu'on aura connu la population africaine, on sait pertinemment ce dont elle a besoin, mais en ce moment-là, on peut implémenter des bons projets pour la satisfaire. On évoquera tout au long de l'émission les alternatives locales. Vous vouliez peut-être réagir, Cédric? C'est pour rejoindre tous mes compagnonnistes, c'est-à-dire que j'ajouterais que l'aide doit être repensée, mais dans un partenariat win-win. C'est-à-dire que win-win, et surtout les Africains doivent savoir ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, les accords commerciaux entre la Chine et l'Afrique, c'est environ 170 milliards de dollars. On a eu le dernier sommet Chine-Afrique avec les pays africains et la Chine, où la Chine a promis 50 milliards de dollars de financement, dont 30 milliards sous forme de prêts. Mais la Chine vient au moins, du moins, ce qui est clair, c'est que la Chine vient avec l'intention d'avoir des accords commerciaux. Donc c'est aux dirigeants africains, y compris même le peuple, de savoir quels sont nos intérêts, quel est le partenariat win-win qu'on voudrait avoir. Et c'est là où en fait on doit trouver le momentum, c'est-à-dire que trouver où est-ce que nous allons trouver nos intérêts. Et je pense que le modèle de développement d'affranchissement, que ce soit de l'aide au développement ou le modèle de développement africain, doit se baser sur les intérêts africains. Parce qu'en géopolitique, c'est toute une histoire d'intérêts. Et penser justement à des alliances sud-sud, est-ce que c'est une option qui peut être crédible? Mais bien sûr que oui. Aujourd'hui, lorsque vous regardez par exemple la géopolitique mondiale, c'est que le monde est si complexe aujourd'hui. Le monde est si difficile parce qu'il est en perpétuelle crise. Crise politique, crise économique, crise morale, crise spirituelle même. Beaucoup de gens ne le disent pas. C'est que aujourd'hui, nous assistons quand même à un basculement de l'ordre mondial qui se dirige vers le sud global, ce qu'ils appellent le sud global. Donc on voit très bien qu'il y a la naissance des BRICS Plus aujourd'hui. Vous voyez, vous avez la Chine, vous avez l'Inde, vous avez l'Égypte, vous avez l'Afrique du Sud, etc. et tout. Donc on voit très bien que, mais en fait l'idée c'est quoi? C'est que c'est des gens qui ont compris à un certain moment, ils ne voulaient plus que le monde soit dirigé par un seul bloc, le bloc occidental. Donc ils veulent que le monde soit rééquilibré. Donc aujourd'hui, bien sûr que oui, puisque la Chine par exemple fait partie du sud global, donc les pays africains qui représentent aussi le sud, peuvent aussi collaborer avec la Chine. Et aujourd'hui, d'abord, on collabore déjà avec la Chine. Et je ne vous apprends rien, madame, si vous allez remarquer, il y a peut-être 4-5 mois de cela, le Nigeria avait déjà commencé à coopérer avec l'Inde en ce qui concerne, on va dire quoi, les coopérations bilatérales. Et cela ne se fait plus avec la monnaie dollar. Ça se fait à travers leur monnaie à eux locale. La Chine avec, l'Inde avec sa propre monnaie, je crois que c'est la roupie. Et le Naira pour le Nigeria. Le Naira. Vous voyez très bien. Donc on voit très bien que les coopérations sud-sud, nous devons aussi nous habituer à entretenir ce genre de coopération. Parce que ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or, ça peut être un mirage, vous voyez. Mais si vous pouvez traiter entre vous et qu'il y ait le respect, je pense que vous pouvez aussi avancer. Bien sûr, j'abonde dans son sens, notamment d'un point de vue économique, c'est-à-dire favoriser les zones d'intégration économique pour augmenter le marché économique sur le continent africain. C'est ce qui va permettre aussi d'avoir, d'une part, l'exploitation des matières premières, la transformation des matières premières et un débouché continental, un débouché dans ces zones justement économiques intégrées qui permettra justement de favoriser le développement par le levier économique. Et c'est pour ça, dans ce que disait... Est-ce qu'il faut repenser les institutions déjà présentes ou en créer de nouvelles sur le continent ?
Je pense que le point de départ, c'est d'être en mesure de repenser les institutions, d'avoir des institutions qui soient réellement solides, c'est-à-dire des institutions qui permettent justement de garantir, de rassurer aussi les entrepreneurs, les investisseurs, parce que finalement, que ce soit un entrepreneur, que ce soit un investisseur, ils forment des anticipations. Et ces anticipations, elles vont être liées à la solidité d'un certain nombre d'institutions qui vont lui permettre ensuite de mener des projets. Ce que je voulais dire notamment préalablement, c'est j'abondais dans le sens de mon copanéliste dans la mesure où il y a aussi une question de sémantique dans la notion d'aide publique au développement. À partir du moment où on pose un prêt, qui soit à taux préférentiel ou non, à ce moment-là, on est plus sous une forme de partenariat. C'est un prêt, je pense que c'est un prêt ou un investissement. Je pense que le continent africain ou la plupart des pays de ce continent-là ne sont pas contre l'idée d'attirer des capitaux étrangers. Mais à ce moment-là, c'est présenté sous forme d'investissement, c'est présenté sous forme de prêt, c'est présenté sous cette forme-là. Et je pense que ça permet aussi de redessiner et de repositionner la place de chacun dans cette coopération ou dans ce partenariat, plus que la notion d'aide en question. Pourquoi ça n'a pas été repensé plus tôt, Cédric ? Alors, je pense que l'aide publique au développement n'a pas été repensée plus tôt. Enfin, je dirais pour plusieurs raisons. C'est déjà il y a un manque de leadership. Je pense qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de dirigeants éclairés qui voudraient avoir, disons, un sentiment de souveraineté, que ce soit politique ou économique. On le voit avec l'AES, par exemple, avec les différents membres, que ce soit le Burkina Faso, le Mali ou le Niger, qui ont plus une volonté d'avoir une souveraineté totale, pas qu'économique et politique, mais même sociale. Je pense que là, de ce côté, c'est parce qu'on a, comme on disait tout à l'heure, le but, c'est d'abord, le premier levier, c'est d'abord politique. Une fois que tu as des décideurs éclairés, l'économie vient. Je pense aussi que c'est avec le temps, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est mieux formés, les Africains sont mieux formés, ils ont plus accès aux différentes informations, souvent ils étudient dans les mêmes écoles, donc ils sont beaucoup plus décomplexés et pensent que pour le bien de l'Afrique, voilà ce qu'il faut faire, Donc voilà. Très bien, on va poursuivre le débat, il nous reste encore pas mal de questions à aborder, on continue après une courte pause, restez connectés sur Vox Live. Merci d'être sur Vox Live. Le débat continue. Afrique, l'aide au développement serait-elle une arnaque ? On l'a évoqué à l'instant, repenser justement ce modèle-là d'aide au développement. Est-ce que travailler en partenariat, c'est aussi une solution ? Est-ce qu'il faut faire émerger des solutions locales ou est-ce que repenser l'aide au développement telle qu'elle est en ce moment, collaborer entre les États africains et les pays donateurs, c'est aussi une solution ? Déjà aujourd'hui, travailler en partenariat ne peut qu'être une bonne chose. C'est que personne ne peut dire aujourd'hui, écoutez, je m'en tire tout seul. Erreur. Nous sommes dans un monde où tout le monde doit jouer sa partition. Ça se trouve que bien que nous ayons des matières premières, nous ayons le diamant, le cuivre, le pétrole, le zinc, etc., le cobalt, nous n'avons pas encore d'engins, nous n'avons pas encore de matériel pour pouvoir transformer ce que nous avons. Donc il était évident et même impératif de pouvoir créer des partenariats avec ceux qui ont les matériels pour pouvoir collaborer avec eux afin que nous puissions aussi mettre en place nos propres industries. Donc le partenariat pour moi, c'est quelque chose qui est toujours d'actualité en Afrique, qui devait toujours être d'actualité et que les Africains devaient être ouverts à cela. Et lorsqu'on parle d'aide, mais effectivement l'aide, en fait, moi j'aimerais qu'on essaie un peu de supprimer cette notion-là de la tête des Africains. Il serait nettement mieux à la place d'aide qu'on parle de coopération ou encore de partenariat. C'est ce que l'Afrique a besoin. Aujourd'hui, aucun État va dire que... Est-ce que le mot déjà ne serait-ce qu'aide, c'est pas teinté de néocolonialisme? Est-ce que c'est pas l'héritage... Effectivement, c'est-à-dire que nous sommes encore dans le néocolonialisme. Ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, vous avez posé la question à mon co-débatteur, vous lui avez dit mais pourquoi ça n'a pas été repensé bien avant? Mais parce qu'à la tête de nos pays, nous avons des larbins du bloc occidental, vous allez m'excuser. C'est que tous ceux qui sont là, ils font les 4 volontés des gens qui les ont mis au pouvoir. Donc il est difficile qu'ils puissent vraiment réfléchir encore, mener des réflexions qui iront peut-être au sens de pouvoir mettre en place des bons projets pour que le peuple puisse se retrouver. À l'époque de Thomas Sankara, je me souviens très bien, lorsqu'il était président du Burkina Faso, lors d'un discours, il avait dit à tous les présidents africains, il leur dit, écoutez, je sais que nous avons beaucoup de dettes que nous avons contractées avec la Banque mondiale, le Fonds monétaire international,
Mais à l'allure où vont les choses, aucun pays ne pourra être en mesure de payer ces dettes-là. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est que si, à l'unisson, nous pouvons dire que non, on est incapable, vous allez voir qu'ils vont éponger les dettes seront annulées. Mais s'il n'y a que moi qui dois dire que, bon, écoutez, moi je ne paye pas, à la prochaine conférence, je ne serai plus là. Parce qu'ils savaient pertinemment que l'aide, c'est vraiment un véritable piège. Mais ne peut dire ça que celui qui veut la souveraineté de l'Afrique. Mais lorsque vous n'êtes pas pour la souveraineté de l'Afrique, ben vous êtes obligé de fermer les yeux. Même au moment où vous êtes conscient que c'est quelque chose qui nuit à votre développement, vous êtes obligé de faire l'allégeance parce que vous êtes redevable aux personnes qui vous ont placé là. Et pourtant, on le voit là sur le continent, il y a de plus en plus de pays qui ont soif de cette souveraineté, de ce retour à la souveraineté. On parle des pays de l'AES, on en parlait à l'instant. Donc ça veut dire, est-ce que ça veut dire que c'est sur la bonne voie? Mais ce qui est intéressant justement, c'est que on voit l'émergence d'une population qui se soulève contre l'état de fait dans lequel on est coincé, sclérosé avec cette forme d'allégeance, cette forme de dépendance, parce que l'aide aussi crée une forme de dépendance, et on a une population qui se rend compte que son quotidien va de mal en pire et se soulève littéralement, se soulève physiquement contre finalement les politiques qui sont menées. Et c'est ce qui explique qu'on voit tous ces changements qui opèrent. C'est pas toujours une volonté qui part du haut vers le bas. Dans ce qu'on observe, il me semble, assez récemment en Afrique, c'est une volonté qui part du peuple vers la classe dirigeante en leur expliquant que ce que vous avez effectué jusque-là, c'est ce qui nous tue depuis des années et on n'est plus d'accord. Quitte à mourir, on est prêt à mourir l'arme à la main. C'est beaucoup de discours qu'on a eu à entendre lors des soulèvements dans les différents pays. Et donc ça entraîne et ça conditionne justement ce changement, ça bouscule et ça impose ce changement qu'on arrive à identifier. Et la voie de conséquence, c'est que ça impose aussi aux partenaires étrangers d'avoir réellement plus des partenaires qu'autre chose. Cédric? Oui, je vais dans le même sens. Aujourd'hui, on a une jeunesse qui est décomplexée, qui est connectée, qui se rend compte que, en fait, qui vit aussi au jour le jour, en fait, les conséquences d'une mauvaise gouvernance économique et donc peut-être des conséquences de l'aide au développement qui est inefficace, c'est-à-dire la pauvreté, l'augmentation de la pauvreté, les conditions de vie qui sont dégradées, l'inflation et autres. Donc là, vu qu'ils sont connectés, il se dit que il faut changer de paradigme. Donc aujourd'hui, quand il faut changer de paradigme, il crée des entités qui constituent le peuple qui se réveille. C'est pour ça que dans les pays comme l'AES, le Burkina Faso, le Mali ou encore le Niger et même dans d'autres pays, il y a quelques mois dans les pays comme le Sénégal lors des élections, la jeunesse et le peuple s'est réveillé pour dire qu'on veut changer de paradigme. Et tout part, bien sûr, il y a les politiques, mais les politiques sont d'abord élus par le peuple. Donc au final, tout part du peuple, en fait. Ensuite, il y a les politiques. Ensuite, il y a les réformes économiques qui sont mises en place par les décideurs. Et donc, effectivement, si on veut repenser l'aide de développement, si on veut éviter que le peuple souffre, en fait, il faut que nos décideurs prennent des décisions éclairées. Ils peuvent véritablement insuffler un vent de changement, ces pays-là? Vous le croyez, Jacques? Si on prend par exemple le cas de l'AES, moi j'aime à le dire, en fait, ce sont des nations locomotives. Ce sont des nations leaders de mon point de vue. Parce que vous allez remarquer que pour arriver à ce dont l'Afrique a besoin, il a fallu qu'on ait quand même des nations qui devraient donner le là. Montrer un peu l'exemple. Écoutez, nous, on commence à mener un certain nombre de projets, on commence à poser un certain nombre d'actions, mais l'action principale, c'était celle de la rupture. Et les pays de l'AES ont montré l'exemple. Aujourd'hui, ce sont des pays qui sont en train de mener la vie dure au bloc occidental. C'est pour ça que Alternance jour-nuit, ils sont attaqués par les groupes terroristes. Vous voyez? Et donc ça se trouve que effectivement, c'est cette partie de l'Afrique-là qui rend un peu la fierté aux Africains et qui essaie un peu de constituer une sorte de rempart. Et comme je le dis souvent, si les pays de l'AES flanchent, mais dites-vous que ça sera vraiment un gros malheur pour l'Afrique. Et on risquera encore de souffrir pendant un siècle. Parce que dites-vous toujours qu'aujourd'hui, l'idée de recoloniser l'Afrique n'a pas échappé à nos prédateurs. Parce que l'Afrique, aujourd'hui, sans elle,
il ne peut pas avoir de mondialisation. Hein. Lorsqu'on parle de l'économie mondiale et tout, mais on pense à quoi? On pense à l'Afrique. Lorsqu'aujourd'hui on pense un peu à des voitures électriques, mais on pense à quoi? On pense aux matières premières africaines. Donc je me dis qu'aujourd'hui, il faut qu'on essaie un peu d'accompagner les pays qui essaient quand même de prendre des bonnes décisions, qui essaient quand même de mener le combat de la rupture. Mais la rupture ne veut pas dire qu'on est contre les autres. Nuance. La rupture veut tout simplement dire que l'Afrique veut être respectée et que nous travaillons pour l'Afrique et non pour les autres, mais tout en restant ouvert. Est-ce qu'il y a des exemples de pays qui ont réussi à se détacher actuellement de l'aide au développement et pour qui ça fonctionne et qui ont trouvé leur modèle sur le continent? Aujourd'hui, je pense que pas encore de manière concrète, à moins que mes deux co-débatteurs vont peut-être me corriger. C'était une réponse directe. Non. Exactement, il n'y en a pas. Parce qu'en fait, c'est une habitude. C'est pas facile. Hein. On avait été habitué comme ça. Donc, le cerveau avait été formaté comme ça. Il est difficile de croire que sans aide, vous ne pouvez pas vivre. Alors que vous pouvez aussi essayer de vivre sans l'aide. Comme je l'ai dit, les autres pays font comment? Mais ils essaient de s'organiser. Parce qu'en fait, c'est quoi? Aujourd'hui, le développement, fondamentalement parlant, lorsqu'on parle du développement, on fait allusion à l'énergie. Parce que c'est grâce à l'énergie, vous devez construire des usines, vous devez mener à bien, par exemple, les projets de l'industrialisation et tout le reste. Or, c'est que l'Afrique a des forts potentiels énergétiques. Nous avons l'énergie solaire. Si aujourd'hui nous sommes bien noirs, c'est que le soleil ne peut pas manquer dans cette explication. Donc on a l'énergie solaire, nous avons beaucoup d'énergie, nous avons des barrages, par exemple au Congo, Kinshasa, on a le barrage de Inga, qui peut électrifier toute l'Afrique subsaharienne, vous voyez très bien. Donc le développement en soi n'est pas un problème, mais seulement nous devons changer de paradigme, c'est-à-dire ce paradigme de dépendance, nous devons le changer, dire que écoutez, il faut que nous travaillions pour la souveraineté de l'Afrique, mais la souveraineté ne veut pas dire être contre les autres, non. On peut notamment travailler, collaborer, coopérer, créer un partenariat d'égalité à égalité, tout en respectant les intérêts de l'un et de l'autre. Non, c'est ça. Pour l'exemple en question, c'est vrai que c'est un exemple qui est très marginal parce que le pays est très petit. C'est Somaliland. C'est un tout petit pays qui, du fait de sa sécession, justement, a été coupé des différentes aides. Mais ce n'est pas un exemple qui peut être pertinent parce que ce n'est pas un pays qui est suffisamment important pour être en mesure d'être analysé comme tel. Mais il est vrai que le point de départ, je pense, c'est de penser le développement avec les leviers internes tels qu'on l'a exprimé. Les leviers internes, c'est repenser l'ensemble des infrastructures, être en mesure d'investir dans les infrastructures, être en mesure d'investir dans l'éducation, d'avoir finalement une éducation qui serait finalement en adéquation avec les enjeux industriels, les enjeux de l'industrie augmentée aussi, et donc qui permettrait au continent, sur le continent africain, aux pays africains, de se préparer justement à l'ensemble du changement et d'être en mesure d'avoir une population prête, aujourd'hui, il y a un décalage efficace d'ici une vingtaine d'années. On l'évoquait dans une autre émission sur justement la réforme du système éducatif. Aujourd'hui, il y a un décalage entre, comme vous disiez, les enseignements et ce qui est attendu sur le continent pour pouvoir avancer, se détacher des aides extérieures. Les aides extérieures du point de vue éducatif, toujours l'aide. Non, toujours de l'aide. Un décalage, je dirais que aujourd'hui, ceux qui vont dans le sens vraiment de la souveraineté, c'est justement encore les pays de l'AES. Ils veulent vraiment une souveraineté économique. C'est là où il y a très peu de décalage. Après, pour les autres pays, je pense qu'on est toujours dans le même schéma. Et justement, pour rebondir avec lui, rupture ne veut pas dire qu'on est contre les autres pays. C'est vraiment les intérêts des pays africains, partenariat win-win en fait. Et je pense qu'il faut, en fait, pour faire simple, il y a plusieurs solutions pour repenser, même peut-être pour diminuer l'aide au développement. La première, en fait, serait simplement la différence entre les pays développés, sous-développés et les pays développés, c'est l'industrie. Je parlais tout à l'heure de l'industrie. Il faut que nos leaders, en fait, investissent en masse dans le secteur industriel. C'est-à-dire construire des capitaines d'industrie pour pouvoir transformer déjà nos produits locaux, faire du Made in Africa et tout. Ensuite, il faut de la mobilisation du cash interne, c'est-à-dire que bien gérer les recettes nationales, l'épargne nationale, investir dans les secteurs transformateurs, tels que l'éducation, on en a parlé, tels que les infrastructures, tels que les routes, les infrastructures, pour permettre justement à l'industrie, parce que c'est l'industrie qui est la grosse différence entre les pays développés et les pays sous-développés. Et bien sûr, la troisième solution, il y en a même d'autres, il y a la diaspora. Tout à l'heure, on parlait de... On peut en parler.
44 milliards de dollars d'aide au développement. La diaspora en Afrique subsaharienne, c'est entre 54 et 60 milliards de dollars. Donc, on peut mettre en place des diasporas bonds qui vont permettre à la diaspora en fait de financer des projets différents projets en Afrique. C'est le cas par exemple au Sénégal avec la Banque de l'Habitat. Ils ont permis à la diaspora de mettre du 134 millions de dollars en fait pour financer les logements abordables. Ou encore le barrage de la Renaissance en Éthiopie, ça a été financé par la diaspora à travers ses obligations diaspora bonds de 34 millions d'euros. Donc oui, il y a des sources de financement internes, que ce soit à travers les locaux, que ce soit à travers la diaspora. Et je pense que ce modèle panafricain pour d'abord mettre en avant, bien sûr, en étant à l'écoute des autres financeurs, mais dans un partenariat win-win clairement. Oui, non, et justement, maintenant, moi, je voulais rebondir sur ce que le frère disait. Il a parlé du système éducatif. En fait, c'est un point qui est très important. Et je crois qu'on avait fait une émission il y a quelques semaines sur ça. Voilà, parce que la connaissance, rien n'échappe à la connaissance. La connaissance, c'est quelque chose de très important si vraiment l'Afrique veut se relever. Et en cela, il va falloir que nous regardions un peu nos programmes scolaires. Comme j'aime à le dire, il va falloir qu'on essaie un peu d'enseigner dans nos écoles, mais qu'on mette toutes les filières possibles. Les filières qui seront en adéquation avec le marché de l'emploi. C'est très important. Et il faut qu'on ait des filières, on peut commencer même de la maternelle jusqu'à l'université, on peut avoir de coiffure, de l'esthétique, mais même le nucléaire. On maîtrise le nucléaire, on doit former les ingénieurs nucléaires parce que le monde aujourd'hui, le monde ne tolère pas la fragilité. Lorsque vous êtes faible, vous ne comptez pas. Lorsque vous êtes fort, à la limite, on peut vous appeler au dialogue. Parce que nous sommes dans un monde de rapport de force. Alors que l'Afrique aujourd'hui, mais pourquoi est-ce qu'elle est attaquée? Parce que nous n'avons même pas l'arme nucléaire. Ça peut sembler anodin, mais c'est très important. Parce que celui qui veut la paix, il va d'abord préparer la guerre. Donc il faut se protéger. Et pour protéger l'espace africain, c'est-à-dire que ce soit les matières premières, les hommes qui font partie du capital humain, ça aussi on en parle très peu, mais il faut que nous ayons quand même des armes solides. Et je pense qu'il faut reformer le système éducatif afin de mettre en place plusieurs filières qui pourraient effectivement répondre au marché de l'emploi. Vous vouliez ajouter quelque chose, William? Je suis d'accord. Mais oui, parce que encore une fois, réformer le système éducatif, c'est préparer justement la population aux défis et aux enjeux futurs. Et c'est ce qui va permettre réellement de s'émanciper. En fait, on parle d'aide publique au développement, on parle de développement, mais d'abord, avant tout, on parle d'émancipation. Comment s'émanciper? Parce que même quand on parle de développement, est-ce qu'on parle d'un modèle de développement qui serait occidental? Non, pas forcément. On parle d'émancipation. On parlait de système panafricaniste tout à l'heure. Exactement. C'est une des solutions. On parle d'émancipation. Alors ça peut aller avec différents modes de gouvernance, avec différents modes de fonctionnement économique, mais le point important, c'est notamment d'évoquer que cette émancipation, elle va passer par une éducation, par la reprise en main des leviers qui sont importants pour un pays, son budget, sa politique monétaire. Ça, on peut pas y couper, et être en mesure justement d'implémenter un certain nombre de politiques publiques, transformationnelles, structurelles, qui permettront ensuite de poser les jalons d'une prospérité future, mais d'une prospérité africaine future qui ressemble à celle qu'elle doit être. C'est ça, pensée par les Africains pour les Africains. J'ajouterais justement, dans le modèle de développement africain, on doit inclure le modèle éducatif. Si on compare par exemple la Corée du Sud, en 1960, le Cameroun et le Sénégal, ils avaient le même PIB que la Corée du Sud. Ils avaient environ un PIB par personne de $39. Aujourd'hui, la Corée du Sud, en fait, est parmi les top 10 des pays au monde, avec $40 000 de PIB par personne, tout simplement parce que la Corée du Sud a misé 25% de son budget. Ils ont mis en place un plan Marshall sur l'éducation. Aujourd'hui, les hélicoptères accompagnent les prétendants au bac, en fait, le Sunon, en fait, en Corée du Sud, parce qu'ils savent que l'éducation, en fait, c'est à la base de tout. Et justement, dans le modèle de développement africain, je pense qu'il faut mettre en place, déjà du point de vue économique, mettre beaucoup plus de budget dans le développement, sur la promotion de l'éducation et la refonte des systèmes éducatifs. On a parlé tout à l'heure du panafricanisme, donc du coup,
mettre en place l'utilisation de la formation de langue nationale, que ce soit en Swahili qui a été fait au Rwanda, que ce soit en fait encore à l'état de Lagos où le Yoruba est la langue nationale. Donc oui, effectivement, au-delà de former aux besoins de l'Afrique, l'éducation permet de changer le mindset des populations. Et donc, on doit vraiment inclure l'éducation dans un modèle de développement africain. Pour reprendre l'exemple de la Corée, je me permets, mais il y a aussi la mise en place du protectionnisme. Le protectionnisme des industries stratégiques. La Corée s'est caractérisée aussi, et l'essor de la Corée s'est caractérisé aussi par une forme de protectionnisme. Parce que c'est vrai qu'on parle souvent du commerce international et de la mondialisation comme un jeu à somme positive. On dit oui, on dit assez souvent que le commerce international, c'est win-win, il n'y a que des gagnants, etc. C'est ce qui a même été théorisé dans la théorie économique. Sauf que c'est un jeu à somme nulle. C'est un jeu où certains gagnent et d'autres perdent. Et dans ce sens-là, il convient d'aller protéger un certain nombre d'industries, des industries stratégiques, pour que ces industries-là soient en mesure de faire face à la compétition internationale. Sinon, le plus gros risque, c'est de voir des projets ou des industries qui pourraient être florissantes étouffées dans l'œuf parce qu'ils font face à des gens internationaux qui ne permettent pas ensuite de développer un savoir-faire et des compétences locales propres. Bien sûr. Je voulais revenir sur un terme que vous aviez évoqué en début d'émission, la corruption, si on s'en tient vraiment à la problématique de l'émission. L'aide au développement serait-elle une arnaque ? On pense évidemment à des projets inaboutis sur le continent, des grosses sommes qui ont été mises. Il y a une opacité au niveau de ce suivi-là. Comment lutter déjà aussi ça va de pair avec évidemment la réforme de toutes ces institutions, mais comment lutter déjà contre cette corruption, contre cette opacité ? On a l'impression qu'elle profite finalement un peu à tout le monde. Ben justement, pour lutter contre la corruption, déjà il faut dire que la corruption est un fléau qui gangrène nos sociétés en Afrique, disons nos États et tout le reste. C'est que pour lutter contre la corruption, il va falloir que nous mettions en place des bons projets politiques, des institutions fortes. On revient à la bonne gouvernance. Exactement, la bonne gouvernance et tout le reste. Et aujourd'hui, lorsque vous êtes un président de la République, je pense que le président de la République devait être un modèle pour l'État. Si moi aujourd'hui je suis devenu président de la République du Congo-Brazzaville, si je ne vole pas, je le nomme Premier ministre, lui il aura peur de voler. Parce qu'il comprendra que celui qui m'a nommé, c'est un monsieur très exemplaire, il ne vole pas, il a le souci de son pays, pour que le pays avance. Mais lorsque vous avez à la tête des États, des présidents, des dirigeants corrompus, mais dites-vous que tous ceux qui seront nommés là seront, pas peut-être obligés, mais seront tentés de vouloir faire la même chose. Peu importe l'éducation, vous voyez. Donc, ce qui fait que nous devons mettre en place des bons projets politiques. Et moi, j'aime à le dire, en fait, un système du bâton et la carotte. C'est-à-dire qu'une personne qui travaille bien, qui excelle dans ce qu'il fait et tout, vous devez lui donner des promotions, bien le payer, afin que la personne puisse au moins jouir de ce qu'il fait. Mais la personne qui ne travaille pas bien, il n'y a pas de sentimentalisme. Le bâton est là pour frapper. Et moi, je pense que la Chine, c'est ce que la Chine a fait. Lorsque le Xi Jinping arrive aux affaires, mais trouve que dans le Parti communiste, il y avait beaucoup de corruption. Il y a beaucoup des hommes politiques qui avaient été envoyés en tôle. Et donc, c'est une question de discipline. Donc, dans la corruption, il faut qu'il y ait le bâton et la carotte. Qui travaille bien à un bon salaire, il mérite d'être promu. Mais la personne qui ne travaille pas bien, il n'y a pas d'autres issues. On l'envoie en tôle, et puis il doit écoper les années dont la justice lui aurait peut-être donné. Ouais, il y a la question aussi de la transparence, encore une fois. Et on revient encore sur les mêmes thématiques, la question des institutions, et de la gouvernance, et de la fiabilité des institutions, et encore une fois de la transparence sur un certain nombre de projets. Parce que, comme vous l'avez dit, c'est l'opacité qui mine un peu et qui favorise cette corruption ou ce clientélisme, où on va avoir des fonds qui vont être alloués, et on ne va pas savoir exactement comment sont fléchés les différents fonds. Et je pense que l'un des points qui est essentiel, c'est la question de la transparence. À partir du moment où on pose le bien public comme intérêt supérieur d'une nation, d'un espace donné, il y a un devoir de responsabilité, il y a un devoir d'exemplarité, et donc ce devoir de responsabilité, ce devoir d'exemplarité s'accompagne avec un devoir de transparence. Être transparent sur ce qui est fait.
Je dirais que pour lutter contre la corruption, en général, que ce soit pour l'aide au développement ou pour autre chose, en général, c'est les mêmes solutions. C'est-à-dire que il faut, du point de vue technique, il faut des systèmes de tracking. C'est-à-dire qu'il faut traquer en fait les fonds alloués en fait aux différents projets. Ensuite, il faut avoir des contrats de performance au niveau de ceux qui ont ces fonds. Par exemple, un cas concret, si j'étais président de n'importe quel État, avoir des contrats de performance avec le gouvernement. C'est-à-dire qu'on alloue des fonds pour tel secteur, pour l'éducation, prenons le cas de l'éducation, qu'on alloue des fonds pour l'éducation, il y a un contrat de performance. C'est-à-dire à la fin de l'année, tu dois atteindre tel objectif. Donc, en fonction de cela, soit on te reconduit, soit on ne te reconduit pas. Ensuite, il faut la réforme de la justice. Parce que qui dit lutte contre la corruption dit justice. Donc, forcément, il faut de la réforme de la justice. Et ça, je pense que nos amis avocats ou bien nos amis dans la justice sont à même de réformer en fait la justice africaine pour pouvoir lutter contre la corruption. En règle générale, dans tous les cas, il faut de l'exemplarité dans tout. Au niveau des décideurs, ça rejoint ce que je dis, il faut du leadership et des décideurs éclairés. On a évoqué tout un tas de sujets, le retour de la souveraineté des États, plus de leadership, créer des initiatives régionales. Est-ce que quelqu'un veut avoir le mot de la fin avant de conclure cette émission ? Les mots de la fin ? Le mot de la fin. Le mot de la fin. William, c'est pour vous. Quel honneur déjà. Donc non, je pense qu'on a tous en vue la question du développement de l'Afrique, l'impératif du développement de l'Afrique. L'idée du développement de l'Afrique et des Afriques, c'est d'être en mesure de prendre en main son destin pour s'émanciper. Et la prise en main de son destin repose sur les forces de l'Afrique, parce que l'Afrique ne manque pas de forces vives, de forces qui sont prêtes aussi à se mobiliser. Et il faut qu'on arrive à mettre en place un terrain, un environnement qui favoriserait ces forces-là. On espère que le message, en tout cas, est passé. Je vous remercie tous les trois d'avoir été sur le plateau. Cédric Mdieu, merci d'avoir été avec nous. William Diaboum et Jacques Munombo, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce nouveau numéro de Vox Live. Restez sur notre chaîne. À très vite. Vox Africa, la voix d'une Afrique fière. Vox Africa, la voix d'une Afrique fière.